Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toujours bien en tout cas. Aujourd'hui c'est la fin du confinement. Après 2 mois d'enfermement, d'obligation. On sait toujours pas si les lycées vont rouvrir. S'ils rouvrent, on sait pas pour combien de temps et surtout il semblerait que même s'ils rouvrent, ça soit sur la base du volontariat des élèves. Bon, on verra. Honnêtement, j'ai personnellement peu d'espoir dans le fait que les lycées puissent rouvrir. Je vois pas tellement l'intérêt à partir du moment où ils ont déjà supprimé le bac, de vous faire revenir quoi 3 semaines en juin, quelque chose comme ça. Ça me paraît un peu absurde, ça nous ferait pas tellement plus avancer et surtout ça rendrait le confinement qu'on a eu maintenant assez inutile finalement. Puisque des lieux comme le lycée où il y a celui dans lequel on est 1600 ou 1700 élèves qui se côtoient, c'est ça semble absurde de vouloir remettre autant de personnes en promiscuité. Enfin bref, bon, on en a déjà parlé un peu avec certains. En tout cas, cette fin de confinement, je voulais simplement vous dire que profitez-en. Essayez de faire un petit exercice philosophique pratique pour une fois, mais dans le sens où essayez de vous rendre compte, pardon, de la chance qu'on a quand on peut se déplacer librement, faire ce qu'on a envie de faire, au moment où on a envie de le faire. Bref, cette liberté qu'on a habituellement, dont on ne se rend pas compte, et dont vous pouvez vous rendre peut-être beaucoup plus compte maintenant, ou aujourd'hui, après 2 mois de confinement. Voilà, on en avait déjà parlé d'ailleurs, peut-être pas avec tout le monde, mais avec certaines classes, du fait que la liberté c'était un concept qui prenait véritablement du sens quand on en était privé. C'est le jour où on est privé de liberté qu'on se rend compte de ce qu'on a perdu. Mais quand on l'a, il n'est pas forcément évident de s'en rendre compte. Bref, voilà. Bon, aujourd'hui, on commence le cours sur la République en fait, mais avant de parler de la République, on va faire un petit topo sur Platon. J'ai commencé à vous donner les lectures, les passages, donc je vais continuer à vous en donner, sachant que je suis pas sûr qu'on fera le livre en entier, on verra. On verra. Mais bon, avant en tout cas de commencer à faire l'analyse de ce passage-là, ensemble, je trouve ça toujours mieux de vous présenter un peu plus profondément qui est Platon et surtout la République. Bon, aujourd'hui, on va faire Platon, du coup. Euh, je vous ai mis cette belle peinture très connue où on voit cette fresque où on voit Platon au centre à gauche avec la toge rouge qui montre le ciel du doigt et Aristote à sa droite qui montre le sol du doigt. Ça c'est assez, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, je sais pas. Euh, c'est une image très célèbre. Aristote c'était donc le disciple de Platon. J'espère que vous vous en rappelez. Et Platon, je vous en ai déjà parlé, le monde des intelligibles, le monde des idées. Platon, c'est quelqu'un qui s'intéresse, qui a une ontologie particulière, qui a une métaphysique particulière et qui s'intéresse à une forme de vérité transcendantale, voilà, qui serait au-dessus de nous, qui nous dépasserait complètement, qui s'appelle le monde des idées. Vous voyez sur cette fresque, il montre le ciel du doigt, il montre ce qu'il y a au-dessus de l'homme. Aristote, au contraire, ça a beau être le disciple de Platon, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus observé, de manière plus pragmatique, je dirais, plus empirique, le monde qui l'entoure. Il s'est intéressé beaucoup plus à la réalité concrète des êtres, en observant les étoiles, leurs mouvements, pour essayer d'en déduire des choses, en observant des grenouilles, des animaux, pour essayer d'en déduire des choses également. On avait parlé un peu de ce livre d'Aristote sur les parties des animaux, concernant la technique, la forme de la main, etc. Bon bref, voilà, petite anecdote, c'est intéressant à noter, cette représentation dans la peinture. Euh, bon, on va commencer par la vie de Platon. La vie de Platon, alors, premier point déjà,
avant de parler un peu de sa vie, c'est que il y a plusieurs sources concernant sa biographie. Il y a 3 sources principales en fait. La première, c'est une lettre autobiographique qu'a écrit Platon lui-même, du coup, qui s'appelle la 7e lettre, qui est adressée à des amis, et on a plusieurs lettres de Platon. Celle-là, c'est vraiment une grande lettre dans laquelle il parle de sa jeunesse. Et donc, ça a été la source principale, la source biographique principale sur la vie de Platon. Une autre source, c'est Diogène Laërce, qui est représenté en haut à gauche. Bon, la 7e lettre, elle est au milieu, vous l'avez vu. En haut à gauche, c'est un buste, une sculpture de Diogène Laërce. Diogène Laërce, c'est un biographe du début du IIIe siècle qui a énormément qui écrit sur la vie, sur la biographie des philosophes. Voilà. C'est une référence. Il a relaté la biographie de nombreux philosophes. Et une troisième source, c'est Plutarque. Donc une troisième source, c'est Plutarque, un autre biographe qui a écrit sur Socrate. Sur Platon, pardon. Bon, nous, ce qui nous intéressait ici, c'est la 7e lettre. Il faut savoir d'ailleurs que les biographies anciennes de cette époque-là sont souvent un mélange de réalité et de fiction. Donc c'est parfois dur de savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. La dose d'imagination, d'héroïsme qui a pu être donnée à certains personnages. Voilà, Plutarque est représenté en bas à gauche là, avec le nez cassé. Voilà, donc les biographies anciennes sont souvent un mélange de réalité et de fiction. Voilà pour les sources. Donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Et donc nous, on va parler de la 7e lettre. La 7e lettre, donc, comme je l'ai dit, c'est un récit autobiographique de la jeunesse de Platon, rétrospectif. En fait, quand Platon écrit la 7e lettre, il faut savoir qu'il a déjà écrit un certain nombre, a priori, de ses œuvres. Ça, on peut le savoir en regardant les événements dont il parle dans la lettre, et on arrive à situer à peu près l'époque à laquelle elle a pu être écrite. Et il fait le point justement sur sa jeunesse, environ 50 ans auparavant. Donc c'est un Platon plutôt âgé, qui en gros évoque sa jeunesse. Voilà. Donc c'est un écrit tardif de Platon. Et elle est destinée, comme je vous l'ai dit, à des amis syracusiens donc, qui lui demandent de l'aide. Et Platon leur répond, alors si je me trompe pas, vous pouvez la trouver je crois sur internet, la 7e lettre, si je me trompe pas, en fait il lui demande de venir les aider, et Platon va expliquer pourquoi il va pas venir, en gros, et ça sera l'occasion justement pour se justifier, pour expliquer sa réponse, il va prendre le temps de développer quelques points sur sa vie. Voilà, et c'est ce qui va nous intéresser nous ici. Et dans cette lettre, Platon, il va notamment expliquer, décrire ce qu'est être un homme à son époque. Donc à cette époque-là, l'époque dans laquelle il vit, c'est-à-dire la quasi, en fait, qui va faire l'intérêt, qui va être le point principal de cette lettre, c'est de montrer la quasi-obligation de s'occuper de la vie politique. Notamment parce qu'on est en plein contexte de la fin de la guerre du Péloponnèse, qui confronte en gros la démocratie athénienne et l'oligarchie spartiate. Donc je vous ai mis une super représentation des Spartiates, que vous connaissez sans doute le mieux, issu du film 300. Et donc voilà, la guerre du Péloponnèse, dont le nom vous dit peut-être quelque chose, peut-être que vous l'avez déjà étudié. Voilà, confronte Athènes aux Spartiates, et c'est Athènes qui va perdre cette guerre. Et pour Platon, a priori, tel qu'il l'évoque dans la lettre, c'est pas forcément un mal.
il évoque justement le fait que, enfin son désir que la révolution aurait pu amener plus de justice dans la démocratie athénienne. En gros, que le régime spartiate aurait pu amener plus de justice dans la démocratie athénienne. C'est quelque chose dont on aura l'occasion de reparler, mais vous verrez que pour Platon, la démocratie, c'est pas du tout un régime juste. C'est pas un régime politique juste du tout. Et bon, on en parlera plus précisément quand on parlera quand on fera je vous ferai un petit résumé de la République. Mais alors, retenez juste que c'est pas, même si ça peut paraître choquant de penser ça, c'est plutôt cohérent dans sa pensée. Vous verrez. Euh, donc voilà. Et donc voilà, Platon pense que cette oligarchie pourrait amener plus de justice dans la démocratie athénienne. Euh, En gros, qu'est-ce qui se passe? Athènes perd la guerre et les Spartiates engendrent une oligarchie collaborationniste, donc en mettant au pouvoir des personnes d'Athènes. Cette oligarchie, vous pouvez vous renseigner sur internet, hein, ça s'appelle le régime des 30. Donc il y a 30 personnes a priori qui sont mises au pouvoir, 30 tyrans. Et Platon, c'était quelqu'un qui côtoyait des sphères plutôt aisées a priori de la vie athénienne, et il y a certains de ses proches, certains membres du régime des 30 qui sont des proches de Platon, et qui apparaissent d'ailleurs dans certains dialogues platoniciens. Voilà. Donc, comprenez, la démocratie athénienne est renversée, et il y a un régime de tyrans qui s'appelle le régime des... Enfin, oui, si, un régime de tyrans qui s'appelle le régime des 30 qui est instauré à la place, et Platon place plutôt beaucoup d'espoir dans ce régime-là. Il se dit que ça peut être plus juste que la démocratie athénienne, qu'il ne trouve absolument pas juste. En réalité, cette oligarchie, elle va... donc ce régime va trahir les espoirs de Platon. Et ce qui va, alors pour diverses raisons, mais ce qui va en gros amener, ce qui est important, c'est que ça va amener Platon à s'extraire pour un temps de la politique, justement de la vie politique. Donc il s'éloigne de la vie politique athénienne pendant ce régime-là, et il se rend compte que c'était pas du tout ce qu'il attendait. Donc voilà, le régime des 30 ne lui plaît pas. Mais ce régime-là finit par tomber et une démocratie plus modérée revient. Bon, je vous fais pas un cours d'histoire, on n'a pas le temps. Et à ce moment-là, donc, puisqu'il y a une démocratie plus modérée qui revient, Platon souhaite se remettre à la politique. Donc il veut retourner dans le game de la politique, entre guillemets. Mais il y a un deuxième événement, qui va arriver et qui va le refaire partir une seconde fois de la politique. Et cet événement-là, il est extrêmement important pour la vie de Platon. Il s'agit du procès de Socrate. Socrate est condamné. Socrate est condamné et sa condamnation porte... Alors, a priori, telle qu'elle était évoquée par Athènes, par le tribunal athénien, je ne sais pas comment on dit, l'accusation, on disait que l'accusation de Socrate, elle avait été politique. Et Platon, en fait, il écrira plus tard que, en réalité, c'était une accusation d'impiété. C'est parce que Socrate ne respectait pas les dieux grecs. Enfin, pas qu'il les respectait pas, mais c'est qu'il... en parlant différemment de la manière dont les poètes en parlaient, il corrompait sans doute la jeunesse, etc. Donc il était impie. Et Socrate, on lui propose en gros, je crois, soit de le bannir, soit de boire la ciguë. Bon, dans tous les cas, il choisira de boire la ciguë, donc il choisira la mort. Socrate choisit sereinement la mort. Et donc va mourir empoisonné, condamné par la cité athénienne, sous les yeux de ses disciples et sous les yeux de Platon, qui écrit une de ses œuvres là-dessus, qui s'appelle l'Apologie de Socrate, dans laquelle les derniers instants de Socrate, les dernières paroles qu'il a pu partager avec ses disciples sont évoquées. Donc c'est évidemment, Socrate c'était vraiment un maître pour Platon, c'était un symbole pour beaucoup de gens de l'époque,
qu'il admirait énormément, donc c'est une désillusion totale, quoi, de tuer l'homme le plus bon, a priori, qui existait à cette époque-là. Euh, D'ailleurs, petit point intéressant, c'est Nietzsche écrit cette chose-là, il écrit que justement ce moment dans l'histoire, ce moment où Socrate est condamné par la démocratie athénienne, ce moment donc où Platon, en fait tout le noyau de la philosophie, va s'extraire de la politique et va même, comment dire, va critiquer les décisions politiques, c'est pour Nietzsche un moment de rupture essentielle dans l'histoire de la philosophie entre philosophie et politique, justement. C'est-à-dire qu'avant la philosophie, les philosophes ils étaient amis de la cité, et à partir du procès de Socrate, les philosophes ils sont vus comme ennemis de la cité. C'est-à-dire, c'est plus. Si vous voulez, Socrate il est vu comme la figure fondamentale de la scission entre philosophie et politique. Voilà. Euh, Bon, donc Socrate se fait condamner. Voilà. Ça c'est une peinture. Donc voilà, vous aviez le détail, hein. Et ça c'est une peinture. Alors je sais pas exactement quels sont les personnages. Donc Socrate c'est a priori celui qui lève son doigt en l'air et qui s'apprête à boire la ciguë justement. Euh, Très serein, hein, Socrate, en mourant. Euh, Bon, bref, il y a beaucoup d'écrits là-dessus, c'est assez intéressant. Et Platon, je sais pas exactement où il est, s'il est représenté. Je dirais que c'est soit. Il doit. Il est peut-être. C'est peut-être celui qui est au chevet, qui lui met une main sur le genou. Mais c'est pas sûr. Bon, bref. Euh, donc, après la mort de Socrate, Platon fuit un peu Athènes. Il s'en va et il voyage. Il faut savoir que le voyage et la philosophie à l'époque c'est très lié, il faut voyager. Il y a toujours un moment où les philosophes voyagent, ça fait partie de l'apprentissage du monde, et c'est comme ça que... pardon. Et c'est comme ça que... euh, c'est comme ça qu'on grandit. Bon. Alors que ce soit pour ces raisons-là ou pas, en tout cas, voilà, je pense qu'à la fois il est peut-être bon pour Platon de voyager à ce moment-là, mais surtout il a envie de quitter la ville qui a tué la personne qu'il admirait le plus. Euh, et c'est compréhensible. Donc il fuit Athènes, donc j'ai représenté Athènes, voilà, c'est Athènes. Platon, il est pas content, il s'en va, et il va en Italie, à Syracuse, enfin, il va en Sicile, notamment, il va s'arrêter assez longuement dans une ville qui s'appelle Syracuse. Bon, tout ça, c'est ce qu'il explique dans la lettre. Il en parle. Les raisons pour lesquelles il va en Sicile peuvent être diverses. En tout cas, une des raisons, ça peut être qu'il y avait les philosophes pythagoriciens en Sicile. Euh, et en gros, que c'était eux qui dirigeaient la Sicile. Donc c'est la secte des pythagoriciens. Ils avaient pris le pouvoir dans beaucoup de cités. Et c'est peut-être de là qu'est venue à Platon l'idée du philosophe roi, dont on va parler dans la République, qui est un concept assez important. L'idée en gros, si vous voulez, de philosophe qui dirigerait, voilà, comme le font les pythagoriciens. Et donc à Syracuse, donc dans la ville de Sicile, hein, qui se situe en gros là, si vous voyez ma souris, je crois que c'est à peu près ici, il rentre en contact avec une famille de tyrans, Denis l'Ancien et Dion. Bon, bref. Euh, mais la situation finit par dégénérer avec cette famille de tyrans et son ami Dion se fait tuer après un coup d'État. Bon, bref. La lettre, elle est écrite a priori
en gros à ce moment-là. Voilà. Donc elle est écrite à peu près au moment où ses amis se font tuer. Et donc elle va pas après, mais on peut en conclure certaines choses sur la vie de Platon qu'il faut garder en tête quand on parlera de la République et notamment du livre 7. C'est que il y a une importance énorme qui est donnée à la politique dans l'œuvre de Platon en général. Platon, il a, comme vous l'avez vu, il a pas apprécié les régimes dans lesquels il a vécu. Il a cherché à vivre dans des régimes justes. Il s'est impliqué plusieurs fois, puis retiré plusieurs fois de la vie politique. Il a été déçu par les choix politiques, par les régimes dans lesquels il a vécu. Et du coup, il accorde énormément d'importance au fait de réfléchir sur ce que pourrait être un régime politique juste, sur comment on peut faire en gros pour, pas pour que lui ait du pouvoir, mais pour que l'homme vive heureux, quoi, pour que des gens comme Socrate ne soient plus condamnés de manière complètement injuste à ses yeux. Voilà. Cette importance de la politique, elle va donner énormément d'importance à l'éducation. Parce que, tout simplement, pour changer la politique, il faut changer la mentalité des gens. Il ne s'agit pas de faire des coups d'État et de faire la révolution, ça ne changera rien, ça pourrait juste instaurer des climats de peur pendant un certain temps, mais c'est pas ça qui changerait le fond. Et pour changer le fond, il faut changer l'éducation. C'est ce qui est le plus important. Et il faut savoir qu'à cette époque, l'éducation, elle se fait en grande partie, en fait, elle se fait principalement par les poètes. Ce qu'ils appellent les poètes, c'est en fait la mythologie grecque, c'est Homère, Échille, Hésiode, etc. C'est les mythes grecs qui donnent les exemples à la jeunesse. Et c'est par les mythes grecs, à cette époque, que sont éduqués, qui a éduqué la jeunesse. Donc ça va être une des premières choses à changer. Parce que pour Platon, si on reprend le fil, si la politique est mauvaise parce que l'éducation est mauvaise, et si l'éducation est mauvaise, c'est parce que les mythes ne sont pas bons. Et c'est quelque chose dont il va beaucoup parler dans la République, notamment, c'est la manière dont il faut contrôler la mythologie, contrôler ce qui est donné à la jeunesse, en gros toute la poésie qui sert à éduquer les jeunes, pour pouvoir faire en sorte que l'éducation soit la meilleure possible. Et en gros, arrêter de donner des mauvais exemples à la jeunesse. Parce que pour Platon, il y a beaucoup de mythes qui sont des mauvais exemples. Notamment par exemple à la manière dont les dieux peuvent avoir des traits humains extrêmement négatifs, ils se trompent entre eux, ils se font des sales coups, ils se mentent, etc. etc. Ça c'est pour Platon, dire que des dieux ont des comportements comme ça, c'est la meilleure manière de légitimer ce genre de comportement chez les hommes. Voilà, donc ça c'est les points importants à retenir. Et donc, grand B, l'œuvre de Platon, donc ça va être assez rapide. Je ne vais pas vous parler de l'œuvre de tous les livres qu'a écrit Platon. Ça serait pas intéressant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est d'une part l'importance du dialogue dans l'œuvre de Platon. Ce qu'on appelle la dialectique. Ça, je vous l'avais déjà dit, l'œuvre de Platon, elle est écrite sous forme de dialogue. C'est tout le temps Socrate qui va dialoguer, discuter avec d'autres personnages, des adversaires, des amis, etc., sur des sujets philosophiques. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, il y a une portée pédagogique dans l'œuvre de Platon. C'est-à-dire que l'œuvre de Platon, elle se veut un peu aussi, en quelque sorte, remplacer les mythes. Elle veut faire office de manuel, si vous voulez, de manuel explicatif, de manuel pédagogique qui vont pouvoir servir à la jeunesse, en présentant des belles choses. Mais, je vous l'avais peut-être déjà dit, Socrate, il
il récusait, il interdisait même la forme fermée de l'écriture, parce que l'écriture, ça permet pas de dialoguer, justement. Un livre, il est écrit, il est noir sur blanc. Quand vous lisez Platon, vous pouvez pas discuter avec Socrate. Vous avez juste ce que vous dit Socrate et vous pouvez rien rétorquer. Si vous n'êtes pas d'accord, bah, vous pourrez jamais lui poser la question. Et Socrate, il disait pour ces raisons, il faut pas, pour cette raison, il faut pas écrire. Et Platon, il a quand même écrit. La deuxième raison pour laquelle il faut pas écrire, en tout cas une des autres raisons que donnait Socrate, c'est qu'on ne peut pas donner le savoir par un livre. Si vous lisez, comment dire, si vous lisez demain, voilà, le banquet de Platon, vous n'allez pas connaître des choses sur l'amour. Éventuellement, ça peut réveiller des choses que vous connaissez en vous, qui sont en vous. Mais ça ne peut pas vous les donner, vous les transmettre. On ne peut pas transmettre un savoir comme on transmettrait de l'eau d'une coupe à une autre coupe. Okay, le savoir ne passe pas comme ça, de personne à personne. Ça, il y a une belle... c'est expliqué dans le banquet, il y a un beau passage du banquet où Socrate explique ça à un personnage, Alcibiade, je crois. Malgré tout, Platon, il écrit, et donc il écrit... la forme du dialogue permet sans doute aussi de garder ce côté question-réponse. On peut se retrouver dans les adversaires de Socrate. Ça donne parfois l'impression d'ailleurs que Platon, il aurait comme, à travers les questions que les personnages avec lesquels discute Socrate posent, on peut penser que Platon a anticipé les questions que le lecteur pourrait se poser pour essayer de recouvrir un panel de réponses maximal. Voilà, donc l'importance du dialogue, et c'est lié aussi l'importance du dialogue avec l'importance de la maïotique, le fait de faire accoucher des idées. La dialectique, c'est progressif, dialoguer, c'est progressif, c'est pas je vous donne une formule toute faite, une loi toute faite, voilà comment il faut vivre sa vie. On progresse dans la solution. On y va étape par étape. Et la dialectique, ça se retrouve vraiment sous cette forme-là. C'est un chemin, si vous voulez. On retrouvera cette idée-là d'ailleurs dans la dialectique aristotélicienne, idée de chemin, de progression logique, étape par étape. Et c'est ce qui se passe dans les œuvres de Platon, dans les dialogues de Platon. Socrate, il n'arrive pas avec le savoir. C'est quasiment jamais, il dit bah voilà, c'est comme ça, sinon il n'y aurait pas de livre. Mais c'est en discutant, lui-même il se pose des questions, il revient en arrière parfois, il évolue. Et c'est en discutant qu'il trouve des solutions. Donc voilà, rôle éducatif et importance de la politique, ça on l'a déjà dit. Importance également de l'ontologie platonicienne, donc dans son œuvre. Moi, je vous donne les points qui me paraissent les plus importants pour vous comprendre la République. Donc l'ontologie, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude des êtres. La définition d'ontologie, c'est l'étude des êtres. Et rappelez-vous, ça veut dire quoi? L'importance de l'ontologie platonicienne. Rappelez-vous le monde des idées chez Platon. Platon, il décrit les êtres phénoménales, les êtres qu'on peut voir empiriquement, qu'on peut toucher avec nos sens, et il dit que ça c'est une réalité inférieure, qu'il existe une autre réalité, plus vraie, plus pure, plus parfaite, qui est celle des idées. Et que pour chaque être qui existe, il existe une idée correspondante. Ok? Et donc, il a une ontologie spéciale. Il a une ontologie particulière de l'être, parce qu'il va dire que tous les hommes, par exemple, ne sont que des images de l'idée de l'homme, qui est l'être le plus pur par rapport aux hommes singuliers que nous sommes. Ça va avoir son importance énorme dans l'œuvre de Platon, parce qu'il ne faut pas différencier les deux. Platon, il ne parle pas de politique d'un côté et d'ontologie de l'autre. Vous allez voir notamment dans le passage qu'on va aborder dans le livre 7, on fait fusionner vraiment l'idée de politique qui se trouve au centre de la République avec l'idée de l'ontologie platonicienne, du monde des idées, etc. Tout est lié chez Platon. Il s'est pas dit d'un côté je vais écrire mes œuvres sur la politique, de l'autre mes œuvres sur le beau, de l'autre mes œuvres sur le monde des idées, sur la métaphysique. Non, non.
Il a tout lié et c'est très bien fait. C'est-à-dire que ça fonctionne très très bien, comme un système. Bon bah voilà, pour la petite introduction sur Platon. On finit là-dessus, et puis la prochaine fois, je vous présente la République, et ensuite on commence l'étude du texte, qui durera, j'espère, pas trop longtemps. Voilà, on va alterner quelques cours sur Platon avec des cours sur la suite des notions. Et donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Lisez bien ce texte, hein. Comme je vous l'ai dit, il est probable que... On ne sait pas encore comment va se passer le rattrapage pour ceux qui n'ont pas le bac, là. Mais c'est possible que... Moi, à mon avis, vu qu'on n'a pas eu d'infos, ça se passera comme ça devait se passer, c'est-à-dire on va étudier... par exemple, si vous prenez la philo... pardon. Il s'agira d'un oral, sans doute, sur voilà, l'œuvre qui aura été choisie en cours d'année. Voilà, profitez bien de cette journée de déconfinement, et puis à bientôt. Au revoir.